Avertissement. Cette vidéo contient des sujets et passages assez violents pouvant heurter la sensibilité des personnes les plus sensibles. Je déconseille fortement toute personne à réaliser des recherches sur les personnages présentés dans la vidéo. Vous avez maintenant plus que 5 secondes pour partir. 5, 4, 3, 2, 1... La première histoire sera la plus courte, car je n'ai pas finalement envie de donner trop de crédit à ces personnes-là. Cette vidéo est juste là pour finalement divertir votre curiosité morbide, qu'on a tous finalement en tant qu'être humain, sans pour autant se faire du mal en allant chercher les vidéos qui, vous le verrez, seront concernées par cette histoire et particulièrement glauques. La première histoire, elle va parler de deux malades mentaux qui se font appeler les fous de... C'est très dur à dire. C'est le nom qui est donné à deux Ukrainiens qui ont été inculpés pour avoir assassiné plus de 21 personnes. Dans la ville du coup de... J'arrive pas à le dire, désolé. Entre le 25 juin et le 16 juillet 2007. Les auteurs des crimes se prénomment Viktor Sayenko et Igor Supromyuk, âgés au moment des faits de 19 ans. Ils ont filmé certains de leurs meurtres jusqu'à que les vidéos se retrouvent totalement en libre accès sur internet. Et j'ai pu avoir accès, n'allez pas voir ces vidéos. Vraiment, je vous le déconseille. Pour vous mettre un peu de contexte, ces deux adolescents, ils provenaient d'une ville assez pauvre en Ukraine. À l'âge de 16 ans, dites-vous que eux, ils ne pratiquaient pas d'activité sportive, ils n'allaient pas sur TikTok ou même sur YouTube, pas du tout. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tuaient des animaux en guise de passe-temps. Et après, ils les prenaient en photo. Mais de faire ça, ça va plus trop les amuser. Ils vont en avoir un peu ras-le-bol, ça va les lasser. Cette activité ne va plus trop les divertir. Alors ce qu'ils vont faire, eh bien, c'est s'attaquer aux humains. Ils vont commencer leur tuerie. Les deux premiers meurtres, ils vont être commis le 25 juin 2007. La première victime va être une femme de 33 ans, nommée Ekaterina Inchenko. Elle va être malheureusement assassinée sur le chemin du retour au moment où elle allait rentrer chez elle, après avoir passé une soirée super chez un ami à elle. Selon les dires de Victor, lui et Igor seraient allés faire une petite promenade nocturne. Igor portait un marteau sur lui, et comme la jeune femme Ekaterina marchait devant lui, eh bien il s'est dit qu'il allait l'attraper et la frapper à la tête, jusqu'à la dévisager pour qu'il ne reste absolument rien d'elle. Le corps de la jeune femme, il va être retrouvé par sa mère à 5 h du matin. 1 heure après qu'ils aient commis leur premier crime, les deux hommes ils vont se mettre à attaquer une nouvelle victime, Roman Tatarevitch. Roman, lui, il avait décidé ce soir-là de se reposer tranquillement sur un banc, non loin de la première scène de crime. Action qu'il n'aura même pas le temps de regretter, car il va se faire tuer par les deux jeunes adolescents. Sur eux, ils avaient des outils et vont s'en servir pour fracasser à plusieurs reprises la tête de Roman. Tellement dévisagé, dites-vous, que en fait il ne ressemblait plus à rien. Les enquêteurs et même la famille de Roman ont eu du mal et n'étaient pas du tout sûrs que c'était lui au début, mais après analyse, il s'est avéré que c'était bien lui. Et la famille a été traumatisée. Le banc sur lequel il a été découvert en sang a été localisé de l'autre côté de la rue du bureau du procureur général local. Le 1er juillet, rebelote. Les deux jeunes vont encore frapper. Dans la nuit du 6 juillet, encore 3 personnes vont être assassinées dans la même ville. Le premier va être Egor Nechvoloda, une recrue militaire récemment renvoyée qui a été matraquée en rentrant chez lui d'une boîte de nuit. Et c'est sa mère qui va apercevoir le corps le lendemain matin depuis son immeuble dans la rue. Elena Ashram, une garde nocturne de 28 ans, va être la deuxième cible des deux tueurs. Elle a été assassinée, encore une fois, elle aussi, autour du coin, dans Kosiara Street. Selon la confession enregistrée de Victor, quand Elena elle est venue vers eux, Igor l'a frappée avec le marteau qu'il avait caché sous sa chemise et il a ensuite, comme vous l'aurez peut-être deviné, continué à plusieurs reprises, même après être tombé, à la tabasser. Elle portait un sac rempli de vêtements que les deux garçons se sont servis pour essuyer leur marteau qui était aspergé de sang, pour finir par jeter le sac dans la nature. Et vous pensiez que tout ça allait un jour se finir? Eh bien, j'ai pas l'impression. Les hommes, ils ont assassiné une femme appelée Valentina Hanza. Une femme qui vraiment avait une vie super, elle avait un mari handicapé, elle s'occupait de lui de la meilleure des manières, mais s'est fait tuer, pour aucune raison
par encore ces deux adolescents. Elle ne voulait pas être liée du tout à ce genre d'affaires et d'histoires, mais malheureusement, elle en a fait partie. Elle a été sauvagement agressée par les outils et par la rage de ces deux personnes. Même si tout ça est horrible et abominable, heureusement qu'ils n'ont pas touché à des enfants. Oh merde. Le jour suivant, le 7 juillet, deux garçons vont se retrouver à faire de la pêche. Ils ont 14 ans au moment des faits et vivent leur meilleure vie. Et ce jour-là, ils ne savaient pas qu'ils allaient croiser la route d'Igor et Victor. Ils vont se faire tuer. Eux aussi. À l'âge de 14 ans. Enfin du moins un seul. Andrei Sidiuk a été tué. Mais l'autre, Vadim Liakov, il a réussi à s'enfuir. C'est rassurant, à moitié. Car ça va encore continuer, bordel. Le 12 juillet, ça va être au tour d'un homme de 48 ans, Sergei Yatsenko, handicapé suite à une tumeur à la gorge, à se faire tuer par le groupe de jeunes. Ce jour-là, il va être pris dans un guet-apens sur une petite route forestière. Ce meurtre va être énormément médiatisé, pour la simple et bonne raison que la vidéo s'est retrouvée sur internet. Ils ont filmé le meurtre de ce monsieur. Son corps a été retrouvé 4 jours plus tard. L'état de son cadavre témoignait, comme pratiquement tous les autres finalement, d'un acte de barbarie abominable. Comme ce que je vous ai dit, comme la plupart des cadavres, en fait, on n'arrivait pas trop à identifier l'identité des victimes. Comme les deux jeunes en fait fracassaient la tête de leurs victimes, c'était très compliqué de les identifier à cause de l'extrême sauvagerie de ces meurtres. Après ça, encore 12 meurtres vont suivre, plusieurs corps vont être retrouvés, à tel point qu'on en retrouvait pratiquement plusieurs dans la même journée. Tous ces crimes-là n'ont clairement pas été du tout décidés sur le moment par panique. Non, ils ont été réfléchis. Les principales victimes, comme on peut d'ailleurs le remarquer, c'était souvent des personnes très vulnérables. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, des sans-abri, des personnes handicapées et même parfois des personnes ivres. Ces deux jeunes-là ne s'attaquaient, comme on peut le constater, jamais à des personnes beaucoup plus fortes physiquement que eux. La plupart des victimes, ils vont remarquer que les objets utilisés pour ces tueries-là étaient souvent les mêmes. Des marteaux, des objets émoussés ou encore des barres de fer. Je n'ai pas précisé les détails des meurtres pour la simple et bonne raison que je vais le résumer maintenant et que aussi c'est très hardcore en fait. La plupart des victimes elles vont être mutilées comme vous l'aurez deviné, torturées et certains avaient même les yeux arrachés en étant encore en vie. Toutes les photos peuvent le témoigner, vous les aurez vues pendant cette histoire et je pense que j'ai même pas besoin de rentrer encore plus dans les détails pour vous montrer que les actes étaient totalement inhumains. Mais va arriver le 11 février 2009. Ça va être la libération pour tout le monde, pour toutes les familles qui ont vécu un enfer à l'annonce des meurtres de ces deux jeunes-là. Les 3 accusés, car oui en fait il y avait un complice dans tout ça, que je voulais vous dire juste après, vont être reconnus coupables. Sayenko, Igor et Victor ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et Alexander Hanza, un de leurs complices qui participait à quelques meurtres, va faire 9 ans de prison. C'est-à-dire logiquement que le gars est actuellement dehors. Après peut-être qu'entre temps il a récidivé et qu'il est retourné en prison, je n'ai pas l'info sous les yeux, je vais être honnête, mais waouh, c'est impensable. Je n'arrive pas à me dire que ça a arrivé. Malheureusement les vidéos et les photos me prouvent le contraire, et c'est tout simplement horrible. J'envoie toute ma force aux familles qui ont vécu tout ça, et bref, venez on passe à la prochaine histoire parce que c'est vachement... j'ai pas envie d'en parler plus quoi, c'est juste horrible et glauque. Très glauque. Bon, pour la prochaine histoire, la deuxième, vous verrez qu'elle est plus soft, vers le début. Seulement vers le début, la fin est glauque à souhait. George Karl Tenzler, il va naître le 8 février 1877 à Dresde, en Allemagne. Et notre George, pendant toute sa jeunesse, il va avoir une sorte de lubie. Il va prétendre qu'il est visité régulièrement par l'esprit de l'un de ses ancêtres, la comtesse Anna Constantia von Kossel. Celle-ci, elle lui apparaissait indifféremment en Allemagne ou lors de ses brefs séjours en Italie. Et cette comtesse, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit? Eh bien que la femme qu'il aurait, son véritable amour, serait une femme brune à la beauté exotique. Gardez cette information-là car vous verrez, elle sera assez importante pour la suite de l'histoire. Karl, il va voyager d'Inde en Australie, où il va acheter de l'équipement ainsi plusieurs bateaux qui lui permettra de se familiariser avec les conditions météorologiques et maritimes locales. Et peu de temps après, il va découvrir une passion. Il va s'intéresser de fou à l'ingénierie et les travaux électriques et va se porter même acquéreur d'un certain nombre de choses, parmi lesquelles une île dans le Pacifique.
Et au moment où il venait de commencer la construction d'un avion transatlantique, la guerre va arriver. Boum, ça va éclater et va emmener les autorités militaires britanniques à l'enfermer dans un camp de prisonniers pour des raisons de sécurité. À la fin de la guerre, tous les captifs vont être échangés contre des prisonniers de guerre et envoyés en Hollande. Et Karl, il va subir malheureusement le même sort que les autres. Mais va être quand même à un moment libéré et va se mettre directement à la recherche de sa mère, qu'il n'avait pas vue et entendue depuis 1914. Et la chance lui sourit car il va la retrouver saine et sauve. Arrive le début des années 1920 où il va épouser Doris Anna Schaeffer. Le couple va avoir 2 enfants nommés Ayesha et Crystal. Peu de temps après, sa mère va lui conseiller de rejoindre sa sœur qui était partie s'installer aux États-Unis. Et trouvant son avis franchement intéressant, il va se dire « Ok, ouais, je vais la rejoindre ». Le 6 février 1936, Karl il va donc quitter Rotterdam pour le Havane. Puis il va finir par s'installer à Zephyr Hills, en Floride, où il va retrouver donc sa sœur. Et finalement, sa femme et ses filles qui vont du coup les rejoindre. George, il va vivre sa meilleure vie avec sa famille, il va tranquillement s'installer pour très vite changer d'avis et partir encore une fois. George, il avait été accepté en fait à un emploi de technicien en radiologie à l'hôpital de la Marine à Key West en Floride, l'obligeant du coup à quitter la maison où vivaient ses filles, sa femme et sa sœur. Karl, il a au moment des faits 50 ans et il va prétendre qu'il est un ancien capitaine de sous-marin et qu'il possède 9 diplômes universitaires. Mais personne ne sait vraiment si tout ça est vrai, ce qu'il disait était véridique, car selon les témoins de l'époque, il était très connu pour être un inventeur imaginatif, un scientifique, un magicien, de l'électricité, et parfois un ingénieux menteur aussi. On ne sait pas vraiment en fait si tout ce qu'il affirme est vrai. Tout ce que je vous raconte actuellement est tiré de sa biographie en fait qu'il a fait. Mais en tout cas, ce qui est véridique, c'est l'histoire horrible à laquelle il a participé. Et j'y arrive très vite, vous inquiétez pas. Le 22 avril 1930, Karl, il va faire la connaissance d'une femme. Cette femme, elle s'appelle Maria Elena Milagro. Elle habite à Hoyos et c'est une jeune femme d'une rare beauté. Sa mère l'avait amenée à l'hôpital pour lui faire passer un examen. Et immédiatement, Karl, il va reconnaître en elle la femme dont il avait vu le visage dans ses visions. Il ne va avoir aucun doute, il est persuadé que cette personne est l'amour de sa vie. Elena, c'était la fille d'un fabricant de cigares local et elle avait 2 sœurs, Florinda et Celia. La jeune femme, elle était mariée à quelqu'un, à Luis Mesa. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça finalement un mari, car il l'a abandonné après qu'elle ait fait une fausse couche. Celui-ci va s'enfuir à Miami, pendant que elle est retournée chez ses grands-parents du coup. Karl, il va voir en Elena le grand amour de sa vie. Et il va tenter du coup l'impossible pour la sauver. Il va mettre tout en jeu pour la sauver de cette maladie-là. Karl va se mettre à transporter du matériel à son domicile pour tester sur elle différents traitements de son invention, basés sur des rayons X et de l'électricité. Il va lui prescrire des médicaments d'une composition qu'il a lui-même faite, constituée d'herbes et de produits chimiques. Mais malheureusement, tout ça ne va pas du tout parvenir à améliorer son état. Ça ne va pas l'empirer, mais ça ne va pas non plus l'améliorer. Elle va rester au même stade, ce qui va pas mal attrister Karl. Karl, il va vraiment s'occuper d'elle à fond, il va y mettre tout son cœur, mais aussi parallèlement à ça, lui prouver qu'il a énormément de sentiments pour lui, il va lui montrer qu'il a de l'affection de 1000 manières, il va la couvrir de cadeaux, la couvrir de bijoux, de vêtements, et va même lui dire concrètement « je suis amoureux de toi ». Je t'aime. Et le truc horrible dans tout ça, mais qui est un petit peu réaliste, on va dire, personne ne sait encore aujourd'hui si cette femme-là, Elena, qui était gravement malade, aimait Karl. Il n'a jamais su, lui, et même les gens, nous, si tout ça était réciproque. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'envoyait, elle, aucun signal pour lui montrer. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, le 25 octobre 1931, Elena, elle va succomber à la maladie. Karl va insister auprès de sa famille pour payer ses funérailles et il va même lui faire construire un mausolée de pierre au cimetière de Key West. Tous les soirs, Karl va lui rendre visite pour lui parler. Il va se mettre vraiment devant sa tombe pour lui parler et lui vraiment faire ressentir le chagrin qu'il avait. Puis George va raconter dans son roman autobiographique que son fantôme, il est apparu. Et à partir de ce moment-là, à partir d'un soir où il est apparu, Elena, elle est venue lui rendre visite régulièrement. Et afin de l'inciter à ce qu'elle se montre régulièrement, Karl, il chantait ses musiques préférées. Ils avaient, comme nous le dit Karl, beaucoup de discussions ensemble, au cours desquelles apparemment elle avouerait ses sentiments à Karl.
Parfois, elle lui demandait même si elle pouvait être avec lui et donc littéralement sortir son corps pour être à ses côtés. Et Karl, bien sûr, il va pas le faire, il est conscient que c'est pas faisable, il va le faire. Il va la déterrer et l'emmener chez lui. Un soir d'avril 1933, Karl, il va se glisser discrètement dans le cimetière, sortir le corps de sa bien-aimée du mausolée et le transporta jusqu'à son domicile. Karl, à cette époque-là, il avait perdu son travail, mais il avait quand même acheté à côté du cimetière une cabane dans laquelle du coup il a emmené le cadavre de sa compagne, qui n'est pas sa compagne, qui est sa compagne finalement fictive. Car oui, Karl, on le suppose, et c'est même sûr, est dans une autre réalité, la sienne. Il invente tout. Ce qui va nous faire remarquer ça, c'est qu'il va se donner à fond, il va s'efforcer de redonner l'apparence initiale de Helena. On rappelle qu'elle était morte depuis 2 ans. Il va rattacher ses os avec des cordes de piano et des cintres. Il va déposer des yeux de verre dans ses globes oculaires et remplacer sa peau décomposée par de la soie trempée dans de la cire et du plâtre de Paris. Et comme la plupart de ses cheveux ils étaient tous tombés, il va fabriquer une perruque avec ce que la mère d'Helena lui avait donné peu après son enterrement. Et il va finir par remplir son abdomen et sa poitrine de chiffon. Après ça, il va lui mettre des bijoux autour du cou, il va l'asperger de parfum, la désinfecter bien sûr en mettant des agents conservateurs, autant pour masquer l'odeur immonde qu'il y avait dans son appartement. Karl, il va vivre avec cette poupée très macabre qui va lui donner du coup l'illusion qu'Helena est toujours en vie avec lui. Il va passer toutes ses journées à parler avec elle, à jouer, il va souvent lui chanter des musiques et quand le soir arrivait, il la déposait tranquillement sur le grand lit au voilage blanc et se couchait à ses côtés. Comme si cette poupée en fait existait et qu'il devait s'en occuper. C'est très triste, c'est super triste. Mais tout ça ne va pas durer éternellement. En octobre 1940, Florinda, la sœur de Helena, elle va entendre des rumeurs qui disent que Karl, un ancien pote à Helena, dort avec le corps exhumé de sa sœur. Elle va se rendre donc à son domicile afin de se faire son propre avis. Et elle va être choquée, littéralement abasourdie, car c'est vrai, elle va voir le corps de sa sœur en poupée. Florinda, quand elle a aperçu l'horrible caricature de sa sœur, elle va directement prévenir les autorités locales. Karl Tenzler fut alors arrêté et accusé de provocation et sépulture et d'enlèvement de corps sans aucune autorisation. Comme personne n'était vraiment sûr de son état mental à ce moment-là, tout le monde le pensait fou, ils vont quand même élaborer un entretien avec un psychologue, voilà, juger pour voir si son état est normal finalement. Et oui, apparemment il était totalement lucide et conscient, il savait ce qu'il faisait, il n'était pas fou, juste peut-être trop amoureux et dans son monde, et donc il va être apte à avoir un procès. Le 9 octobre 1940, une audience préliminaire se tint au palais de justice de Key West, où Karl va donc devoir répondre aux accusations portées contre lui, mais peu de temps après, les charges vont être abandonnées, et il va être libéré. Car il y a un délai, comme vous le savez, en justice de prescription. Si tu as commis par exemple un crime il y a 6 ans, il y a prescription et t'as rien quoi. Là c'est le cas, comme ça faisait tant d'années qu'il faisait ça, il n'y a rien eu, le crime a expiré. Et du coup, vous allez me dire, le corps d'Helena, il est devenu quoi? Eh bien il va être exposé. Le corps va être exposé dans un funérarium afin que tout le monde puisse le voir. Il va être animé par une morbide curiosité de 6800 personnes. Plusieurs personnes vont se rendre à l'exposition pour voir cette chose et les gens vont être pour la plupart terrifiés. Je n'ai jamais été capable d'oublier cette vision. Elle ne ressemblait même plus à un être humain. Tant de reconstruction et de décrépitude, c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Son visage était d'un blanc douteux qui ressemblait plus à celui d'un mannequin de cire qu'au visage d'une femme. Et elle avait d'horribles yeux de verre, noirs et fixes. Je rêve encore de ce spectacle. Helena, elle va donc finir par être enterrée, même si elle est exposée, elle va quand même retrouver sa place et être enterrée dans le cimetière de Key West, dans une tombe anonyme pour éviter que, du coup, Karl revienne et que le problème se répète. Et d'une surprenante manière, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir de la peine de fou pour Karl. Ils vont en fait trouver que c'était un excentrique romantique et qu'il en fait faisait pas exprès de faire tout ça. Karl ne va pas pour autant se laisser faire, on lui a confisqué le corps de sa bien-aimée, il va dire non, moi je me suis pas d'accord moi. Donc il va confectionner un masque mortuaire pour créer une nouvelle effigie grandeur nature d'Helena et vivre jusqu'à la fin de sa vie. Car oui, le 3 juillet 1952, Karl, il va décéder.
son corps va être découvert sur le sol de sa maison, 3 semaines après sa mort. Et c'est la fin de l'histoire triste et à la fois très glauque de Karl Tenzler. Elle est horrible cette histoire parce qu'en fait on est entre la sympathie pour ce gars et à la fois on est en mode mais mec mais pourquoi tu fais ça, faut vraiment pas faire ça. Il y a d'autres moyens de régler finalement un deuil, même si on est amoureux finalement de la personne, il faut vraiment pas faire ce genre de choses. C'est très irrespectueux pour la personne qui est décédée, car en plus tu n'étais même pas sûr qu'elle t'aime. Après c'est vraiment des problèmes je pense psychologiques, même s'il a été identifié comme quelqu'un d'apte, je pense qu'il y avait quand même un petit problème, même si c'est pas méchant, je veux pas être méchant, mais voilà, je pense qu'il y avait un petit problème et je pense qu'il y a eu peut-être une erreur médicale à ce niveau-là. Enfin bref, on n'est pas là pour juger, on n'est pas les avocats, mais en tout cas, histoire horrible, j'espère qu'elle vous aura plu et on passe du coup à la prochaine. Cette troisième histoire, comme la première, sera beaucoup plus courte, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore une fois envie de donner du crédit à un gars qui a fait des choses vraiment abominables, mais qui a eu un très bon karma. Aku Yadav. Il a violé près de 200 femmes dans un bidonville en Inde. Et c'est la personne dont on va parler aujourd'hui. Le karma dans tout ça, c'est qu'après une décennie d'abus, les femmes, elles se sont rebellées et elles ont obtenu leur vengeance de manière brutale. Vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le mot brutal dans cette phrase-là. Aku, il se croyait intouchable, car la police, à cette époque-là, il faut savoir qu'elle était corrompue. On est dans un pays très pauvre, dans un bidonville. La police n'est vraiment pas du tout dans la justice comme on la connaît nous par exemple en France. Là, on y retrouvera, vous le verrez, énormément de dérives policières. Agresseur documenté de jeunes filles, Aku Yadav était connu pour avoir soudoyé les policiers pour qu'ils laissent tranquilles ses crimes. Des habitants de New Delhi ont même déclaré qu'il s'était enfui une fois en tuant au moins 3 personnes pour aucune raison. Aussi intouchable qu'il était à cette époque-là, ses victimes, elles l'étaient aussi. Elles n'avaient pas le droit à une police conforme aux vraies règles. Le plan de Aku Yadav, il était très simple, c'était de cibler des personnes très bas dans la société en Inde, dont il savait pertinemment que les commissariats se moqueraient s'il déposait plainte contre lui. Pourquoi il déposerait plainte contre Aku, vous me direz? Car ce gars-là, il violait des femmes. Et plusieurs. Énormément de fois. Par jour. Par mois, ça pouvait être vraiment très régulier. Aku, il va faire ça pendant plusieurs années. Il va même rassembler une équipe pour violer des personnes collectivement. Et un jour même, il a fait ça sur une fille de 12 ans. Et on pense que ce n'est pas l'âge le plus jeune qu'il ait fait. Il a commis ces crimes horribles, car oui, c'est carrément des crimes, hein, qu'on se le dise, jusqu'au 13 août 2004. Parce qu'à partir de ce moment-là, la population féminine, du moins, a arrêté de se laisser faire. Ce qui a été très dur, mais elles y sont arrivées. Et je vais vous raconter leur exploit, il est juste fou. Des dizaines de femmes vont constamment signaler Yadav à la police, mais ce que les policiers faisaient, c'est qu'ils riaient. Il rigolait dès que voilà, il y avait une plainte, il faisait haha, c'est marrant, on s'en fout vraiment de ce que vous pensez et vraiment de ce que vous dites, vraiment allez vous faire voir. C'est ce qu'il répondait souvent. En gros quoi, hein, vraiment je vous généralise ça. Yadav, il est soudoyé depuis des années et à chaque fois qu'une femme se plaignait, la police alertait Yadav qui rendait alors visite aux femmes pour les intimider. Ce que faisait Aku, c'était très simple. Quand il était informé voilà, qu'une femme s'était plainte de lui, il lui rendait visite. Il la menaçait qu'il la plongerait dans de l'acide, la décomposant littéralement du coup, qu'il la violerait à nouveau, plusieurs fois, et qu'il blesserait aussi des membres de sa famille. Toutes ces femmes en avaient marre de vivre dans la terreur. Elles en ont eu un jour assez de tout ça. Usha Nayaran, l'une de ses victimes, qui avait été harcelée à plusieurs reprises par Yadav, a donc enrôlé son beau-frère pour l'aider. Ensemble, ils vont contourner la police et se rendre directement chez le sous-commissaire. Le plan pour nuire ce tueur en série va commencer. Il lui avait promis un refuge sûr si la police partirait à la recherche de Yadav. Vous me direz, mais c'est étonnant que la police quand même accepte ça. Eh bien, oui, c'est normal en fait, car la police était aussi pauvre à cette époque-là. Cette nuit-là, la maison d'Aku Yadav va être renversée et réduite en décombres par des voisins et des résidents locaux en colère. Pour vous dire quand même que le gars n'avait pas non plus une trop bonne réputation. Voire la pire en fait de ce bidonville. Leur tactique d'intimidation avait fonctionné. Ce qui va prouver ça, c'est que Yadav, il va décider de se rendre. La police a même dit que le placer en garde à vue était plus pour sa propre sécurité que pour la sécurité de ses victimes. Le lendemain de son arrestation, Aku Yadav va devoir comparaître devant le tribunal. Narayan, du coup la fille qui a commencé finalement cette rébellion-là, et les autres femmes qui la suivirent, vont suivre l'affaire de très près.
et ils vont apprendre du coup à la télévision qu'il était susceptible d'être libéré sous caution. Et à cet instant-là, ils se sont dit que c'était pas possible et qu'ils ne voulaient plus revivre l'enfer et la peur. Alors, ils ont pris les choses en main. 200 femmes vont se porter volontaires, s'armer de couteaux à légumes, de pierres et de poudre de chili pour aller envahir le palais de justice du village. Alors que Aku Yadav passait devant eux, se dirigeant à son procès, il va traiter l'une de ces femmes qui était du coup présente parmi les 200 personnes de prostituée. Et il va la menacer de la violer à nouveau. Et là, ça a été vraiment l'insulte de trop. Car le policier aussi, lui, s'y est mis, il va éclater de rire. Et l'une des femmes va crier au même moment « Nous ne pouvons pas vivre ensemble sur cette terre. C'est toi ou moi. » Puis elle va commencer à frapper avec sa sandale l'homme. En quelques secondes, ce n'est pas une, mais bien au moins 100 femmes qui vont se mettre à jeter de la poudre de piment au visage du tueur en série. Elles vont aussi lui lancer des pierres à la tête et finir par le poignarder en lui mettant dans le cœur plein de coups de couteau. Les policiers qui gardaient le tueur en série ont été directement terrifiés et sont partis en courant. Les femmes ne l'ont même pas remarqué car vraiment leur seul but c'était de tuer ce gars-là. Pendant plus de 10 minutes, dites-vous, ils ont attaqué Yadav, le poignardant pas moins de 70 fois. Une femme enragée a même fini par lui couper le pénis. Et je la comprends totalement. Même si les femmes étaient armées, etc., elles avaient prévu leur coup, en même temps, pour eux, c'était pas trop prévu. Elles ne s'attendaient pas du tout à le tuer, et elles ne pensaient pas pouvoir en fait le faire, mais finalement, elles ont pu avoir leur vengeance. Les femmes n'ont même pas réfléchi à ce moment-là, elles se sont dit « Ok, c'est pas grave, on ira en prison, mais au moins cet homme-là nous fera plus jamais chier de notre vie. » Quelques minutes plus tard, Aku Yadav était mort. Son corps était presque méconnaissable comme un gâchis sanglant. Son sang tachait le sol en marbre blanc du palais de justice. La police, après ça, a bien sûr intervenu. Ils ont essayé d'arrêter en tout 5 femmes, mais les autres ont protesté avec eux. Elles ont toutes reconnu le crime, vraiment toutes. Même eux qui n'avaient rien fait, elles ont dit oui, on l'a tué. Et il y a quoi? Vous allez faire quoi? Plusieurs femmes vont donc être arrêtées, jugées, dont Narayan, bien qu'en 2012, elles ont toutes été libérées par manque de preuves. Mais bien que le meurtre n'ait pas laissé toutes les femmes en paix, Narayan, elle dit un truc super intéressant, c'est que au moins ça a ouvert les yeux de la société sur les crimes de Yadav et sur le pouvoir qu'avaient les femmes. Merci beaucoup à toi d'être encore ici, à me regarder finalement, à m'écouter, raconter rien du tout parce que c'est fini, en fait la vidéo est finie, tu peux partir si tu veux, mais reste si tu veux juste passer un moment avec moi et discuter. C'est faux, je vais vraiment partir. De suite. Ok, Dax, vraiment faut pas faire ça. On se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo, plusieurs histoires d'horreur, je vais charbonner les gars cet été, je vais essayer de vous produire des trucs de ouf, niveau horreur, niveau histoire, niveau storytell, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.